3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Nicolas Sopel nous accompagne, responsable de la recherche et stratégiste en chef de Quintet Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et ravi d'accueillir également à nos côtés Florian Roger, le responsable de la stratégie d'investissement de BNP Paribas CIB. Bonsoir Florian, bienvenue. Merci d'être avec nous Florian. Prenez la parole pour évoquer le sujet du dollar si vous voulez bien. Je le disais en introduction, effectivement. Alors c'est le grand trade de l'année jusqu'à présent avec un indice dollar qui a baissé de plus de 10% sur les 6 premiers mois de l'année. Mais non seulement il ne baisse plus depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, mais il a même plutôt tendance à se réapprécier avec une progression d'1,5% pour l'indice dollar cette semaine et une progression de plus de 3% depuis la baisse de taux de la Fed délivrée les 16 et 17 septembre dernier. Comment est-ce qu'on comprend ce petit mouvement? Et derrière ce mouvement, est-ce qu'il y a de la place justement pour un développement un peu plus important encore de ce raffermissement du dollar? Nous, ce qu'on pense sur le dollar, c'est qu'on est quand même sur une tendance baissière. Ça, c'est le premier point. Après, la première jambe de baisse a été très brutale, notamment en fait contre euro. La baisse du dollar contre euro, selon nous, est globalement terminée. Elle est venue de mouvements de couverture de la part des fonds de pension européens. Quand on regarde les niveaux atteints aujourd'hui, on est en gros à la moyenne de long terme. Donc, ces mouvements de couverture ont amené une très vive appréciation de l'euro. Et du coup, quand on regarde le différentiel de taux de 2 ans réel, aujourd'hui, le taux de change couvre le différentiel de taux de 2 ans réel entre la Fed et la Banque centrale européenne. Et le troisième point, c'est la France, qui rend pas la zone euro hyper attractive quand même pour des Asiatiques, pour des Américains. Donc, ces 3 facteurs limitent en fait le potentiel d'appréciation de l'euro contre le dollar. En revanche, là où le mouvement pourrait continuer, c'est contre Asie. Parce que contre Asie, on a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs en fait, qui ne s'étaient pas couverts potentiellement contre une dépréciation du dollar. Pourquoi ? Parce que le coût de couverture était trop important, puisque les taux dollars étaient à 4,50. Là, la Fed baisse ses taux. Selon nous, elle va baisser 3 fois ses taux d'ici la fin de l'année. Le coût de couverture baisse. Ça peut amener en fait un mouvement de dépréciation du dollar. Et fondamentalement, c'est la stratégie que veut l'administration américaine. C'était au cœur du papier de Stéphane Miran. Ouais. Donc, le penseur de la stratégie économique, effectivement, de cette administration Trump, Stephen Miran, lui, il veut voir des devises asiatiques se réapprécier encore plus face au dollar. C'est ça Exactement. Ouais. Ce que note Stéphane Miran, il nous dit, en fait, il y a un sujet avec l'Asie. Parce que l'Asie, en fait, a énormément de réserves de change et des petits marchés obligataires. Et donc, l'Asie a énormément de réserves de change en dollars. Mais du coup, ils se retrouvent dans un système où beaucoup de pays asiatiques pèguent leur monnaie. Donc, en fait, ils ont une demande de dollars pour gérer le peg. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de centres financiers en Asie. Taïwan, Singapour, Hong Kong. Et du coup, il y a cette demande en dollars. Et ce que dit Miran, c'est qu'il nous dit, structurellement, cette demande de dollars pour raisons financières entraîne une appréciation du dollar. Et du coup, le dollar est structurellement surévalué. Et on perd de la compétitivité, notamment contre la Chine. Donc, ce que veut Miran, c'est en fait obtenir cette dépréciation du dollar. Comment ? Jouer sur les tarifs, jouer sur de la répression financière, potentiellement. Donc là, attention, si les investisseurs se disent, maintenant, la suite du plan de Miran, c'est une dépréciation du dollar contre Asie. Ouais. Là, avec les baisses de taux de la Fed, on pourrait avoir un mouvement de dépréciation du dollar. Donc, profitons, en fait, de cette respiration du dollar actuel pour jouer un mouvement baissier contre Asie. Ah ouais, je comprends. Le trend n'est pas terminé, mais c'est bien contre Asie qu'il faut peut-être se focaliser désormais pour une reprise de cette tendance baissière du dollar. Nicolas, alors sur ce micro-mouvement de réappréciation du dollar, quelle analyse est-ce que vous en faites? Et est-ce que oui, pour vous, le dollar aussi a vocation à continuer de baisser, notamment face à des devises émergentes asiatiques, par exemple? Oui, je suis d'accord. Je pense que le dollar va continuer de baisser pour des raisons fondamentales. Premièrement, les déficits évidemment budgétaires américains, la Fed qui va continuer de baisser ses taux. Maintenant, sur ce petit rebond, c'est un petit rebond technique. Le dollar commence à approcher à des niveaux de résistance contre l'euro, autour de 1,14, 1,15, 100 sur le DXY. On est, je crois, sur un niveau de résistance à 1,32 sur le CAB et 155 sur le yen. Donc, effectivement, pour l'instant, je pense que le trend baissier du dollar n'est pas fini. Il y a évidemment un gros niveau, par contre, à casser sur le dollar. C'est ce gros niveau qui porte le DXY depuis, on va dire... Donc l'indice dollar, DXY. Voilà, l'indice dollar contre un panier de devises qui tient depuis 2010. Mais fondamentalement, on reste baissier. Il y a aussi une volonté de diversification contre le dollar.
Effectivement, est-ce que contre l'euro, maintenant la marge de manœuvre contre l'euro, peut-être l'euro commence à voir un peu le top autour, on va dire, de 1,20. Il pourrait aller un petit peu plus haut. Mais c'est vrai qu'on regarde d'autres devises. Bon, on parle beaucoup du risque politique en France, mais il y a un petit risque politique au Japon. Mais c'est vrai que techniquement, on pourrait se dire le yen. Il est bien reparti à la baisse, le yen, là. Oui. Le yen est bien reparti à la baisse. Est-ce que Sanae Takahashi va être élu Premier ministre? On ne sait pas. Donc toutes ces anticipations un petit peu dovish sur le Japon pourraient faire repartir, qui sont peut-être en train de s'évanouir, pourraient faire repartir le yen dans un premier temps. Florian parlait des devises asiatiques, donc c'en est une autre à surveiller, oui. Effectivement, alors oui, le trade reflationniste a été magnifié avec l'arrivée à la tête du PLD, du Parti libéral démocratique, de Madame Sanae Takaichi. Je crois qu'elle a perdu un membre de sa coalition, c'est ça, donc son élection en tant que première ministre n'est pas forcément si évidente, ou en tout cas, elle n'aura peut-être pas autant de marge de manœuvre que ce qu'on pouvait imaginer à la tête du Japon. Hein. Non, exactement, parce que c'est l'alliance entre le LPD et Komeito, c'était une alliance de 26 ans, vient de prendre fin, donc la marge de manœuvre pour arriver au pouvoir se rétrécit un petit peu. Et donc toutes ces anticipations, ce qu'on a vu depuis le début de la semaine, ce qui a envoyé le yen contre le dollar un petit peu, voire un petit peu plus bas, pourrait s'essouffler. Mais voilà, encore une fois, l'incertitude politique, plus elle dure, moins c'est positif. Chacun a ses petites affaires politiques à gérer de son côté. Il y a la France, mais il y en a un peu partout. Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que c'est un mouvement qui a pris beaucoup de gens de court en début d'année. On a vu des achats de couverture un peu en panique. Et puis surtout, on s'est aperçu que, oui, on avait beaucoup d'actifs en dollars dans les portefeuilles, beaucoup d'actions américaines pour dire les choses, et que généralement, on n'était pas couvert pour ces actifs américains. Traditionnellement, on couvre pas un risque monétaire avec un actif à duration longue comme les actions et risqué. On prend la monnaie, fait partie du risque d'investissement. C'est moins vrai pour les obligations où là, on est obligé de couvrir le coupon, etc. Je pense qu'aussi c'est peut-être un contre-pied à l'idée que le dollar avait perdu son statut. On entendait ces rengaines, on les entend tout le temps. C'est un peu comme le pétrole, il n'y en a plus, on n'a plus besoin. Bon, en fait, tout le monde en veut du dollar. Et puis quand le dollar baisse, on achète de l'or, qui est une espèce de dollar un peu plus brillant et puis plus lourd. Donc, c'est vrai que ça avait été très vite. Là, on ne sait pas si c'est technique ou pas, mais contre euro, aller toucher les 1,18, 1,20, c'est déjà très violent. Des mouvements monétaires de 15%. Faut voir, c'est pas des marchés qui évoluent dans ces amplitudes normalement. Après, il y a peut-être un petit crédit, parce qu'il y avait eu beaucoup de discrédit sur la politique trumpienne au moment du Liberation Day, puis après de la contestation de la composition du board de la Fed. Bon, là, on est un peu moins dans ces sujets. La macro résiste aux droits de douane. Les baisses d'impôts sont passées, donc le sentiment que finalement la zone monétaire US, elle n'est pas en danger, parce que si en 2026, on a de nouveau une accélération de la croissance, qu'on a des taux qui restent bas... Parmi les facteurs qui peuvent faire bouger une parité, la dynamique de croissance en est une. C'est pas la seule, mais le différentiel de dynamique de croissance, c'est quelque chose qui peut compter. Oui, en fait, la parité de pouvoir d'achat et la répartition de valeur entre grandes zones économiques se mesurent au taux de change, en fait. Les droits de douane induisent un risque et une incertitude, et modifie la façon avec laquelle on calcule la répartition. Donc ça a pu jouer aussi. Si on s'aperçoit que ça n'a pas autant d'impact que prévu pour l'instant, on est aux prémices, donc on ne peut pas être définitif, mais la macro ne s'écroule pas. Ça, on le voit, et elle va plutôt accélérer, en tout cas aux États-Unis. Et l'Asie tire aussi pas mal. Les Chinois ont été plutôt assez discrets. Donc il n'y a pas tant d'incertitudes macroéconomiques que ça aujourd'hui. Alors il y a des régimes d'inflation un peu différents à droite à gauche. Il y a un argent qui est devenu beaucoup moins cher en Europe et qui continuera d'être moins cher aux États-Unis. Et donc ça, c'est très favorable pour les liquidités. Donc, même si on rémunère moins le dollar, si l'économie américaine repart et qu'il n'y a pas de krach boursier, l'argent va s'y déverser. Je reprends votre point sur l'idée qu'il faut faire baisser pour les Asiatiques le taux de couverture sur le dollar, Florian. C'est-à-dire qu'après 50 points de base délivrés le 17 septembre dernier, la Fed...
va trouver des arguments pour continuer de faire baisser ce taux directeur et donc le taux de couverture pour les Asiatiques? Là, en fait, on avait 25 BP donc, en fait, en septembre. Dans les dots, on a encore 2 baisses Oui, de on taux. a fait 25, pardon. C'était 50, c'était Je me l'an permettais. dernier. Oui, bien sûr. Bien vu. En fait, dans les dots, on a 2 baisses de taux qui sont prévues. Ouais. On manque de données. On voit les poids lourds, en fait, globalement, de la Fed qui sont quand même dans cette orientation. Donc, je pense qu'on va les avoir. Effectivement, ça permet d'avoir un bloc de baisse de taux d'entrée, donc de baisser le coût de couverture, potentiellement ce que veut Mayran et ce qui permet d'avoir une logique d'ensemble, en fait, un contexte qui est plus baissier dollar. Après, est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin? Là, c'est plus compliqué parce que je rejoins l'idée, en fait, que la croissance américaine risque de réaccélérer sur le premier semestre. Pourquoi? On a la baisse dollar passée qui va quand même aider. On a une baisse des taux longs. On a des marchés actions plus hauts qui aident. Des conditions financières qui sont très, très souples. Et n'oublions pas le pétrole. C'est-à-dire, quand on regarde, en fait, le WTI, on est autour de 60. Quand on regarde les prix à la pompe, ça s'est pas énormément diffusé. Pourquoi? Parce que au départ, on s'était dit, ouais, il va peut-être y avoir de la volatilité. En fait, si ça reste relativement stable à 60, ça va quand même se diffuser sur la prix à la pompe et ça va quand même aider mon consommateur américain. Donc nous, on a l'idée qu'au cours du premier semestre de l'année prochaine, la croissance américaine risque d'être forte et va pas aider à ce qu'on ait beaucoup de baisse de taux, en fait, derrière. Bon. Ça veut dire qu'on peut voir concomitamment une poursuite de la pontification de la courbe américaine, des taux longs qui reviennent peut-être sur des niveaux plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui, Florian? Le point qui a été clé vraiment sur les taux longs, et je trouve on n'en parle pas assez, c'est les injections de liquidités de la part des banques centrales. Si on regarde la liquidité globale en dollars, depuis le début de l'année, on est en hausse de 10 trilliards. Donc on a en tout encore des QE qui sont donc ça vient des banques centrales, par exemple des banques centrales du reste du monde, c'est ça? Exactement. Et même aux États-Unis, en fait, on a beaucoup d'émissions courtes qui sont achetées en fait par les banques, en fait par les fonds monétaires derrière, qui sont en dépôt, qui permettent d'avoir des crédits. Et donc quand on regarde M2, en fait, ça croît. Donc on se retrouve avec une croissance en fait de la masse monétaire. Donc 10 trilliards de dollars sur 130 trilliards de dollars, ça fait 8% d'augmentation. En moyenne, sur les 3 dernières années, on était entre 0 et 1%. Donc cette surliquidité mondiale, elle fait quoi? 1, elle inflate en fait les marchés, donc elle fait de l'inflation financière. Et 2, elle aide à ancrer les parties longues des courbes. Donc le message de Powell à Jackson Hole, c'était quoi en une phrase? C'était de dire, je veux compresser les taux réels. Ce qui nous a dit, je vais baisser les taux nominaux et je considère que l'inflation qui vient des tarifs est temporaire. Donc je compresse les taux réels. Une banque centrale qui dit ça, elle met les marchés en configuration de bulle. Très clairement. Et puis elle nous amène dans un scénario de Goldilocks. En revanche, attention, si jamais la croissance réaccélère et que finalement on a un peu plus d'inquiétude sur l'inflation, après le Goldilocks, il y a le reverse Goldilocks. D'où cette hausse de l'or en fait qu'on a aujourd'hui et qui est normalement incompatible avec un tel niveau de vol. Oui, d'avoir un scénario de croissance booming aux États-Unis là sur la première partie de l'année. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien dans les cartes aujourd'hui, parce que tout le monde est dans l'idée qu'il y a un ralentissement à venir quand même de cette économie américaine. Mais peut-être que ce ralentissement, il est déjà derrière nous d'une certaine manière, Nicolas. Oui, on pense que le ralentissement est derrière nous. On a vu évidemment beaucoup de volatilité économique entre le premier et le deuxième trimestre dû aux effets d'annonce des droits de douane. La consommation qui était un petit peu en dedans pendant le premier trimestre, qui a repris pendant le deuxième trimestre. Maintenant, quand on regarde à l'avenir, d'un point de vue incertitude, c'est vrai que c'est derrière nous. Le pic d'incertitude est derrière nous. Le cadre est clair, le cadre est défini, on connaît les tarifs. Donc voilà, cette incertitude disparaît. Et je pense qu'on n'a pas encore pris en compte le fait que les impôts ont été baissés aux États-Unis et que le prochain volet de l'agenda politique de l'administration Trump, c'est la dérégulation. Donc tout ça, ce sont des vents favorables pour l'économie américaine. On a évidemment beaucoup entendu parler du ralentissement du marché de l'emploi, mais pour maintenir un taux de chômage aux alentours de 4,2%, 4,3% où on est actuellement, il n'y a pas besoin non plus, du fait de l'immigration plus tight, d'avoir beaucoup de création d'emplois tous les mois. Donc c'est vrai qu'un NFP qui est maintenant bien en deçà, quand on l'aura évidemment, oui. Ça s'entend, en dessous de 100 000 par mois, ce n'est pas nécessairement une explosion du taux de chômage. Donc là, on a les conditions pour avoir un rebond de l'économie américaine. C'est un risque, Florian le mentionnait évidemment, pour la Fed,
Mais pour les marchés aussi ou pas? C'est un risque? Pour les marchés, Parce que cette histoire de reverse Goldilocks, là, ça peut prendre quand même tout le monde à revers un peu brutalement, j'imagine. Oui, mais après, il faut voir ce qui a porté aussi les marchés cette année. C'est les anticipations de baisse de taux, mais c'est qu'il y a aussi une histoire de... alors, la croissance, on vient d'en parler, ça a été volatile, mais il y a la croissance aussi qui est générée par la tech et par l'intelligence artificielle. C'est peut-être un tiers de la croissance américaine, là, générée par l'IA aujourd'hui, les dépenses en logiciels, en équipements informatiques, etc. C'est très nouveau quand même dans la composition de la croissance. Oui, d'ailleurs, le BEA a sorti le breakdown de des investissements et on voit que les investissements dans les data centers, ça fait x3 depuis 2020, alors que les investissements dans les autres secteurs de l'économie sont plutôt... atone, flat. Donc, s'il y a une vraie réalité derrière, il y a une croissance qui vient de la tech, de l'IA, c'est pas qu'un buzzword. Donc, c'est pour ça que, par exemple, nous, chez QuickTech, nous restons exposés structurellement aux actions américaines de manière générale. Alors, certes, avec des éléments de diversification au sein de cette exposition, mais il faut la tendance est là. Scénario de surchauffe de l'économie américaine, on peut repasser par cette idée-là à un moment dans le marché. Alors, surchauffe des valorisations de la tech, peut-être. Alors ça, c'est une chose, c'est l'économie américaine. Marché, mais pour l'économie, je pense pas à ce stade. Ouais. À ce stade, c'est pour ça que moi je suis pas forcément trop inquiet sur le scénario monétaire, parce qu'il faudrait vraiment une accélération, un emballement des chiffres d'inflation. On n'y est pas. En revanche, l'avantage clair des États-Unis sur la technologie, évidemment, met l'Europe très très loin et crée une dynamique qui s'auto-entretient. Alors là, on peut plus dire que l'intelligence artificielle n'est pas utile, n'est pas dans nos vies. Et puis, c'est ce qui représente 50% des indices, la tech et la santé. Alors qu'en 2003, c'était le pétrole, l'industrie, puis les banques. Donc, on a une composition de l'économie américaine qui a complètement changé, avec de la croissance des BPA, avec du free cash flow, certes, qui est maintenant réinvesti. Ah oui, beaucoup, mais massivement. En fait, oui, mais en fait, une économie qui fonctionne, c'est quoi? C'est ça. C'est pas une économie qui épargne. C'est pas une économie où on a un taux d'épargne comme en France de 21%. On réinjecte, et dans une économie qui vit à crédit, puisque c'est l'économie américaine, qu'est-ce qui compte? Que le coût du crédit soit pas très cher et qu'il y ait des projets d'investissement avec des TRI entre guillemets supposés rentables. Et c'est ça le capitalisme. C'est la confiance dans un projet structurant, déstructurant, rupture technologique, destruction créatrice schumpeterienne, peu importe, mais évidemment, ils sont à l'avant-pont de tout ça. Ouais. Avec toujours un moment dans ces cycles de CAPEX qui peut être un moment douloureux aussi pour les prix et les valorisations boursières, Igor. Oui, mais le modèle... Ces histoires de cash flow, alors pour l'instant, effectivement, ils servent à beaucoup réinvestir. Il faudra quand même rentabiliser demain ces dépenses. La question, elle est sur toutes les lèvres, elle est en permanente à la une de tous les journaux financiers anglo-saxons chaque jour qui passe. Le fait de voir une poignée de mastodontes faire circuler de l'argent entre eux en nouant des partenariats dont on ne comprend pas toujours forcément bien la profondeur, les tenants, les aboutissants, etc. Cette forme de circularité, en 2000, j'étais un peu loin des marchés, mais beaucoup de gens me racontent quand même ce qui a pu se passer aussi dans ces périodes-là. L'argent un peu jeté par les fenêtres. J'en sais rien. Est-ce qu'on a déjà des petits canaris dans la mine là qui sont à écouter ou à surveiller? Sûrement. Oui, sûrement. Après, est-ce que c'est une petite mine ou une grosse mine? C'est un peu la palissage que je sors, mais... Non, mais on n'a pas de réponse définitive. On n'a pas vraiment de réponse, et puis on a vraiment un secteur qui aujourd'hui a clairement mis au démarrage de sa vie, et c'est vrai pour les Netflix, l'impératif de capter des clients. Et c'est là où, en fait, eux raisonnent pas du tout comme nous. C'est-à-dire qu'eux, ils disent pas, faut faire de la rentabilité tout de suite. C'est impossible quand on lance une société. Sam Altman dit, c'est pas dans mes préoccupations, c'est pas dans le top 10 de mes préoccupations aujourd'hui. Il faut valider le modèle. C'est-à-dire comment avoir des clients fidèles et de plus en plus. Donc on est quasiment à 1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT en 3 ans, à peine. Souvenez-vous, Amazon, c'était gratuit au début. Puis après, on vous fait payer un abonnement, Amazon Prime. Après, on vous fait payer les frais de transport. Et en fait, vous convertissez, parce qu'une fois que le client il est convaincu que le service... Et donc, c'est ça. Leur modèle, c'est ça. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de capitaux, parce que le coût d'acquisition d'un client dans la tech, sur Internet, est très, très cher. Alors, est-ce qu'ils vont tous y parvenir? Enfin, en tout cas, nous, on est nulle part sur ce sujet-là en Europe. À part quelques fabricants de puces, on est nulle part. Donc, ça crée un vrai différentiel de croissance aujourd'hui.
il faut rester exposé à cette thématique. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, tactiquement, à la fin d'année, on en parlera dans les allocations, ça peut valoir le coup de prendre un peu de performance aujourd'hui, parce que quand même, ça a vachement progressé. Pas forcément en euros, d'ailleurs. Hein. Faut pas oublier. Hein. Les marchés européens n'ont pas si mal fait, à part le CAC. Après, c'est difficile. Vous dites aux clients, ah non, la cybersécurité, j'y crois pas. L'intelligence artificielle, j'y crois pas. Enfin, moi, je suis quand même un investisseur value, mais je peux pas ne pas regarder des valeurs qui, finalement, avec la croissance, vous voyez, deviennent assez vite peu chères, entre guillemets, puisque c'est aussi leur credo. Ouais. Bon, bah, nous aussi, on a des secteurs qui vont très bien. Value, toujours. Le secteur financier, bancaire en Europe a été un extrêmement bon performeur ces dernières années. Alors, il n'avait rien à envier au thème de l'IA. Non, mais c'est un des premiers secteurs qui a été virtuel. N'oubliez pas, on a remplacé les comptes, enfin les coffres-forts. Hein. Oui. C'est un des premiers secteurs qui s'est informatisé. Oui. Et oui. Oui. Bon, sur le marché américain, force et fragilité du marché américain, et derrière le thème de l'IA, est-ce qu'on est dans un moment d'aveuglement collectif ? Est-ce que c'est normal de 96 à 2000 il fallait en être, Florian ? Est-ce qu'on est encore dans cette période-là, ou est-ce qu'il est déjà temps de s'interroger sur justement la surchauffe de cette thématique, ou en tout cas tout ce qu'elle peut aspirer comme capitaux? Pour l'instant, c'est un peu tôt, parce que mon message de la Banque centrale était très fort. Je compresse les taux réels, ça met les marchés en configuration de bulle. Le meilleur style d'investissement action à ce moment-là, c'est le style momentum. Donc, voilà, on est là-dessus. Sur la partie en fait IA, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore des révisions haussières de la part des analystes. Donc on est peut-être dans une bulle des prévisions des analystes, mais tant qu'on a ces révisions haussières, en termes de multiples de valorisation, on reste sur des choses, même si c'est tendu, acceptables. La phase qui va être plus dangereuse, c'est qu'en fait, on n'aura plus de révision haussière des prévisions bénéficiaires. Et les prix qui continuent de monter. Exactement. Et là, dans ces cas-là, c'est une phase où il faudra faire beaucoup plus attention et se couvrir. Mais on n'est pas encore dans cette phase, ça c'est le premier point. Et sur le deuxième point, mentionné tout à l'heure sur le risque de surchauffe en fait de l'économie américaine, c'est pas pour tout de suite. Le seul risque à très court terme, c'est si on voit une accélération des salaires. Parce que le wording de Jackson Hole de nous dire l'inflation est temporaire liée aux tarifs, si les salaires accélèrent en même temps, c'est juste pas crédible. Il y a quand même un choc sur le marché du travail, hein, là, avec un flux migratoire qui a été stoppé net aussi depuis fondamentalement dans une économie capitaliste. S'il n'y a pas de défaut d'entreprise massif, il n'y a pas une explosion des destructions d'emplois. N'oublions pas que plus de 50% des emplois sont dans les petites et moyennes entreprises. Pour qu'une PME licencie fortement, il faut qu'elle fasse défaut. Et là, avec la baisse des taux réels aux États-Unis, la compression des taux réels, l'idée, on se dit, on a un tel assouplissement des conditions monétaires et financières qu'on ne va pas sur une explosion des défauts. Donc, on ne voit pas de détérioration forte du marché du travail. C'est ça qui peut amener des effets de second tour après les tarifs. Durcissement de l'immigration, ça peut amener de l'inflation alimentaire. Effet de premier tour, attention aux effets de second tour. Mais ça, c'est plutôt une histoire du deuxième semestre de l'année prochaine. À propos de défauts, First Brand, là, c'est circonscrit. C'est un dossier, donc c'est un équipementier automobile américain qui vend des essuie-glaces, notamment. Enfin, je veux dire, tout le monde est en train de faire ses comptes. Il y a visiblement quand même des milliards de créances qui ont disparu et qui ne seront pas recouvrées. Ça reste... Il y a de la contagion autour d'un dossier comme First Brand, ou Florian ? Dans l'environnement de compression des taux réels, je ne pense pas. D'accord. Je pense que ça reste principalement idiosyncratique aujourd'hui. On ne voit pas en fait une vague de annonciateur de défauts. Il n'y a pas de problème de liquidité sur les entreprises. La Banque centrale est en train de baisser ses taux. Il y a des conditions monétaires et financières qui ont été hyper assouplies. Donc, dans ce marché américain, et puis en dehors de ce marché américain, Nicolas, comment on se diversifie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a autre chose à regarder que le thème de l'IA dans le marché américain, et autre chose à regarder qui paye ? Et en dehors du marché américain, mais c'est le constat qu'on dresse tous les jours dans cette émission, tout paye aujourd'hui. Vous croyez aux émergents, ça marche. La tech en Asie, ça marche. Vous aimez le thème un peu plus value, d'infrastructure. L'Europe offre de très belles performances. Vous avez peur. L'once d'or est un actif surperformant aujourd'hui. Il y en a pour tous les goûts dans ce marché. Ouais, voilà. En quelques mots, c'est aussi un petit peu notre... Quelles que soient vos convictions, il y a un truc qui vous convient, quoi. Oui, et puis c'est un petit peu le résumé de notre exposition. Moi, j'aime bien insister en ce moment sur les émergents, sur la Chine, parce que je pense qu'il y a un vrai... en 2025, il y a un changement un petit peu, notamment avec la Chine. Et aussi, on en a beaucoup parlé, on sait qu'il y a une histoire IA aux États-Unis. On la connaît. On sait qu'il n'y en a presque pas en Europe, mais on est en train de découvrir qu'il y a aussi potentiellement une histoire IA ou tech en Asie.
ou tech en Asie. En Chine et en Voilà. Asie. Par exemple, depuis l'introduction de ChatGPT, donc c'était 22, octobre 22. octobre ou novembre 22, Novembre 22, peu importe. En dehors de Nvidia, quelles sont les valeurs à travers le monde qui ont fait, qui surperforment? SK Hynix, SMIC. Ouais. Donc, en gros, il n'y a pas d'IA sans l'Asie, ne serait-ce que pour le hardware. Donc, on le voit, les valeurs qui marchent. OpenAI va d'ailleurs nouer des deals avec ce genre de boîte, SK Hynix notamment en Corée du Sud. Oui, exactement. Donc, dans un premier temps, on se dit, bon, voilà, il n'y a pas de tech sans le hardware asiatique, mais il y a aussi une autre utilisation de l'IA, notamment en Chine, qui est plus basée sur l'utilisation de tous les jours, alors qu'on est plutôt sur du hyperscaler aux États-Unis, avoir la puissance de computing, etc. On est dans l'application pure et dure en Asie, les chatbots, on l'a vu avec DeepSeek, et on voit des noms, des players type AI en Asie qui commencent. Alors, évidemment, j'ai parlé de SMIC, de SK Hynix, mais il y a Alibaba, il y a Tencent, il y a Baidu. Donc, il y a une vraie histoire là-dessus. Donc, si vous prenez une exposition sur les marchés émergents dans un élément de diversification en vous disant que la macro en Chine, au final, ça tient, que les taux sont plutôt bas, et qu'en plus, il y a une histoire de tech. La tech est le deuxième poids dans les MSCI Emerging Market, après les financières. Donc, voilà, il faut, dans ce contexte, tous les risques n'ont pas disparu. On peut avoir une allocation plutôt avec une préférence sur les actions, sur les obligations, mais toujours avec un mix diversifié, avec des opportunités, notamment sur les émergents. Sur la Chine, alors je sais qu'il n'y a rien de tel que les prix pour faire varier les sentiments, et donc comme la tech chinoise s'envole, tout le monde a envie de participer évidemment à ce mouvement-là. Je me rappelle qu'il y a encore quelques années, certains grands pundits nous disaient que la Chine était ininvestissable. Est-ce que les raisons qui ont fait que la Chine est devenue ininvestissable à un moment pour certains, est-ce que ces facteurs-là ont changé au-delà simplement de la variation des prix et d'une réenvolée ou d'une réappréciation, re-rating de la tech chinoise? Oui, après, sur certains des noms que j'ai donnés, il y a encore beaucoup de marge pour rattraper Nvidia, par exemple. Bon, mais on a moins peur d'un pouvoir chinois qui viendrait du jour au lendemain, comme ça, rayer d'un trait de plume un secteur, réguler massivement un secteur, prendre un patron pour l'emmener loin des caméras, etc. Enfin, c'est tout ça qui a rendu la Chine exactement, mais en fait, tout ça, c'était d'une certaine façon, ça a été voulu. C'est qu'après des années d'expansion... une reprise en main volontaire, voilà, c'est une reprise en main volontaire, donc toute cette extrême régulation, je pense qu'on est... on le voit dans le changement de ton de la part de Pékin, et avec les politiques mises en place. Donc là, on va le voir, avoir une confirmation avec la prochaine réunion qui arrive semaine prochaine ou dans 2 semaines sur les 5 prochaines années. D'accord. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette économie, c'est qu'on se projette à long terme, au même titre que Sam Altman se projette à long terme sur les AI, c'est-à-dire qu'il y a des volontés. On est passé par là, par un moment difficile, short-term pain for long-term gain, je ne sais pas, désolé pour traduire en français, mais voilà, donc ça revient, la Chine se tient d'un point de vue macro. On a accepté de la douleur pendant quelques années pour le bénéfice et la prospérité commune de long terme, pour reprendre la terminologie chinoise. Oui, sur la Chine, donc la Chine redevient investissable. Elle redevient la tech reprend 50%, oui, tout le monde retrouve l'idée que c'est investissable. Il y a eu moins de cas justement de patrons envolés, disparus. Donc en fait, ça disparaît un peu, la rémanence de ce genre d'événements qui sont quand même relativement négatifs pour un investisseur. Là où je souscris à l'idée qu'ils ont du long terme, c'est qu'eux ne sont pas confrontés à des échéances électorales. Donc ça permet pour un pays de plus d'1,2 milliard d'habitants de piloter une économie gigantesque qui se calque à peu près sur le modèle japonais. Rappelez-vous, dans les années 80, le Japon, c'était l'étoile de la technologie, les Walkman Sony, enfin bon. Ah bah bien sûr. Et la Chine, en fait, ils sont à peu près pareils, sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Mais ils sont aussi disciplinés et ils ont tout. Et aujourd'hui, ils ont tout. On rajoute les terres rares, ils ont tout. Donc oui, la zone Asie, c'est une zone qui est très tech, où il y a de la croissance, où il y a aussi du vieillissement démographique. Donc ça, c'est un peu le contrebalancier. Mais une robotisation qui va très très fort, très vite, qui permet de compenser le manque de main-d'œuvre. Alors après, c'est toujours la Chine.
dans les portefeuilles d'épargnants européens, Oui, c'est français. compliqué, Bon, c'est pas faut pas en naturel. mettre, C'est pas naturel, je suis d'accord. mais vous voyez, moi j'avais une position chinoise qui était évidemment en moins-value latente. J'ai pas voulu la lâcher parce que je pense qu'évidemment il y a du potentiel. Après, faut pas s'enflammer. Et c'est pas des marchés qui sont accessibles aussi bien que les nôtres ou aux États-Unis. Et c'est aussi ça qui fait leur force, c'est qu'en fait ils circonscrivent assez bien leur économie, leur flux. Bon, il faut pas qu'il y ait de sujets politiques, mais je pense que c'est beaucoup plus stable. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup surtout, plus stable. en relatif, aujourd'hui, les sujets politiques, ils sont partout, y compris dans des zones développées. Mais ils parlent un peu moins. Ouais. Donc, quand même, le silence est d'or. Ouais. Donc, mais c'est sûr que le rythme de croissance s'est normalisé. Il s'est normalisé chez les dragons asiatiques, la Corée du Sud à l'époque, Taïwan, Japon, où on pensait qu'ils allaient avoir 10% de croissance tous les ans. Et en fait, ça s'est normalisé à 4-5. Et puis, après, bon, le Japon est très faible aujourd'hui, mais la Chine, c'est un peu le modèle, sauf qu'ils ont beaucoup de réserves. Si je reprends votre raisonnement, Florian, partant notamment du dollar, oui, il y a toutes les raisons pour que la réallocation, notamment d'investisseurs globaux très pondérés en dollars, se poursuive et que l'Asie et la Chine en profitent encore devant nous. Exactement. En fait, là, on peut être sur l'Asie, être à la conjonction de flux financiers, en fait, avec potentiellement des stratégies de débouclage de carry trade, en fait. Là, ce qui nous amène à être positif sur la dette en fait émergente en devise locale. Donc Mayran nous dit qu'il faut que ce soit très graduel, hein, là justement, parce qu'il veut éviter un choc sur le crédit, vu que les spreads sont quand même très contractés aux États-Unis. Et le deuxième point, c'est que si on a une appréciation en fait des monnaies asiatiques, il y aura quand même des pressions déflationnistes. Et à ce moment-là, il y a quand même un intérêt des autorités locales de créer de la reflation domestique. Donc qu'est-ce qu'on a vu récemment sur les indices CSI, par exemple? Il n'y a plus d'imposition sur les plus-values. Donc ça a quand même aidé là en fait la hausse des indices CSI. Nous on est très positif en fait sur CSI, c'est la Chine, hein. Les indices chinois continentaux. Domestiques, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le dessin qu'on pourrait avoir. Et en macro, si on essaye d'élargir un petit peu les choses, en fait ce qu'on dit c'est une énorme rotation. C'est-à-dire que j'ai eu un modèle de croissance pendant 30 ans dans les mondes développés qui était autour du consommateur. Les pays développés se disent maintenant il faut réinvestir. Et en Chine, on a été en fait vers l'investissement pendant 30 ans avec même des surcapacités pendant un moment. Il y avait l'idée de rééquilibrer le modèle de croissance. Mais là, vu qu'on a un choc sur le commerce international, on va à marche forcée en fait vers mon consommateur. Et donc finalement, on auto-centre plus autour de l'Asie, ce qui permet en fait d'avoir une réappréciation des monnaies. Donc vers le capex dans le monde développé, donc on a des pressions baissières sur les devises, notamment le dollar de manière structurelle, et vers mon consommateur un peu final en Asie, ce qui permet une réévaluation des monnaies. Et ça, c'est un grand mouvement de réallocation, de réorientation des flux financiers, comme vous dites, Florian, qui fait un cycle, qui fait un nouveau cycle. Ouais, c'est vraiment un changement de paradigme. 3 mois, on ne parle pas de 3 mois. Exactement, c'est véritablement un changement de paradigme avec énormément d'implications. La première, c'est comme il y a plus de capex dans les pays développés, plus d'investissements, c'est plus inflationniste, ça consomme des matières premières. Qui a fait les investissements? Les États, d'où le creusement des déficits. Et puis derrière, on voit que la réduction des déficits est très compliquée dans le monde développé. Donc il y a un scénario potentiellement un peu plus d'injection de liquidités de la part des banques centrales. Fondamentalement, c'est inflationniste. Et puis côté Asie, si on veut aider le consommateur, à la fin, il faudra aussi avoir potentiellement un peu plus d'inflation locale. Donc ça, c'est une première conséquence. Donc effectivement, on est sur une rotation qui n'a pas des conséquences simplement de très court terme, mais très structurelles. Parlons de la France, Igor. Faut jamais gâcher une bonne crise. Non. Non mais bon, alors, vos commentaires sur la situation politique, je ne sais pas quelle est la question à poser. Et puis surtout le CAC, moi je veux qu'on reste aussi sur le domaine de Est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir dans l'idée que peut-être que ça va mal et que ça peut aller mieux demain? Pour les investisseurs, je pense qu'ils regardent la France comme un fait-tout, comme une casserole. Ils ne s'occupent pas trop de savoir ce qu'il y a dedans tant que c'est sur le feu et que ça cuit. C'est un peu ce qui se passe parce qu'on voit les taux n'ont pas été trop attaqués encore. Le CAC 40, il performe comme il peut, mais comme il est... On sous-performe, mais on est positif. Oui, puis il était très pondéré valeur du luxe, donc on a beaucoup souffert, mais Chine aussi, les small caps ont bien rebondi. Donc voilà, je pense que les investisseurs, ils ne craignent pas la destruction institutionnelle de notre pays. Ils savent qu'on a des avantages. Bon, on a beaucoup de taux d'épargne, ça alimente aussi l'investissement. Après, quand on regarde les entreprises, je regarde les statistiques Infogreffe, on est quand même en termes de radiation. Ah oui. On est quasiment en octobre, on a déjà atteint le niveau de 2024. Les redressements judiciaires sont quand même en croissance de 30%. Donc, on sent quand même que, en tout cas pour les ETI et les petites sociétés,
le contexte est très difficile. Tout ce qui est prestation de services, de conseil, tout s'est arrêté à la dissolution. Donc, je ne pense pas que nous, on puisse parler d'accélération de croissance. Après la crise de régime, je ne suis pas commentateur politique, j'ai mon opinion personnelle, mais c'est sûr que ce n'est pas très bon pour les mesures d'investissement, puisque le capitalisme, ça fonctionne sur la confiance, sur l'avenir et sur la capacité à se dire demain sera meilleur, ou j'ai un projet que je vais mettre en place. Donc on a encore des belles industries, on a des valeurs qui ont très bien performé, tout ce qui est aéronautique, défense, c'est des valeurs internationales. Donc en fait, qu'elles soient sur le CAC 40, etc., c'est un peu ça qu'il faut jouer. Mais je pense que les small et mid cap ont encore du chemin, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment besoin de crédit parce qu'elles sont solides. Et aussi, on avait parlé des États-Unis, mais je pense que le Russell 2000 est aussi quelque chose qu'il faut regarder, qui n'est pas trop performé. C'est pas la même qualité, la cote small américaine et la cote small française et européenne. Tailles, parce qu'une small américaine, c'est une les mêmes tailles. Mais je veux dire, cette thématique, aller chercher, parce que là, tout monte, donc il faut bien aller chercher des choses. Donc la France reste investissable, mais de toute façon, on va avoir des échéances en 2026, les municipales, 2027, peut-être avant. Bon, ça, c'est pas super rassurant pour l'épargnant. Mais en fait, le constat que je fais, c'est qu'ils épargnent de plus en plus. Ça implique quoi le retour de terrain là? Vous êtes un gros cabinet de gestion de patrimoine. Je sais pas, le téléphone sonne tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Qu'est-ce que Non, alors déjà, moi, je n'ai jamais géré avec ma carte d'électeur. En fait, chaque fois qu'il y a eu des événements politiques, vendre avant a toujours été une erreur. Donc, ils ne sont pas inquiets sur leur épargne, et parce qu'il y a des bonnes perfs. Aujourd'hui, le portefeuille, ils regardent. On avait investi le prix, de manière mondiale. Voilà, le CAC 40, vous ne le voyez même pas. Donc, moi, j'étais très investi sur le Japon parce que j'aime bien ce pays par ce qu'il peut donner et ce qu'il n'a pas encore donné malgré toutes les annonces. Voilà, donc les gens, ils se disent, finalement, on peut gagner de l'argent même si la France est dans une situation politique complexe. Bon, c'est quoi sur le message sur la France pour des clients d'une banque privée? Si jamais vos clients vous interrogent sur la France, Nicolas. Oui, forcément. Nous, on va le regarder, j'ai envie de dire, avec deux lentilles différentes. Le premier, c'est évidemment les potentielles mesures fiscales qui peuvent être mises en place étant un gestionnaire de patrimoine. Je laisse ça à mes collègues banquiers. Plutôt du côté investissement, on va le regarder avec les écarts de rendement. Sur les spreads, on se rend compte que, ce qu'Igor disait, c'est qu'au final, c'est pas... voilà, la casserole est sur le feu, les spreads restent entre 70 et 90 de points de base. Donc voilà, il n'y a pas, tant qu'on reste dans cette cocotte, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétement de marché. Il ne faudrait pas, par contre, que ça dure trop longtemps. Malheureusement, on se dit ça peut durer jusqu'à la première partie de l'année 2027. Mais là où les autres pays avancent très rapidement, les États-Unis avec les baisses d'impôts, la Chine avec la relance, ça prend du temps. Et ça, c'est vraiment peut-être le seul risque. Mais pour l'instant, pas de raison non plus de s'inquiéter outre mesure. Le marché fonctionne. Florian, pour conclure, moi, ce qui me frappe, c'est que plein d'autres pays en Europe s'en sortent bien aujourd'hui. Il y a des cas d'investissement hyper intéressants autour de nous, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Enfin, vous pouvez choisir et panacher tout ça. Finalement, le sujet France n'abîme pas les cas d'investissement autour de nous en Europe, j'ai l'impression. Oui, là, l'Europe a quand même été pénalisée. On parlait des performances des marchés par l'appréciation de l'euro. Ouais. Là, dans notre scénario, on se dit on va vers une stabilisation. Ça va quand même aider les résultats des entreprises. Ça va aider notamment la consommation discrétionnaire. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui devraient quand même en bénéficier. Après, fondamentalement, on voit qu'effectivement, les spreads de crédit sont relativement stables. Donc, nous, on se dit d'ici la fin de l'année, ce qui peut quand même l'emporter, c'est plutôt l'entrée en vigueur du plan allemand. Donc sur les actions européennes, on est plutôt aujourd'hui surpondéré en se disant qu'on a plusieurs arguments. Un, la fin de l'appréciation de l'euro avec des valeurs qui ont été quand même massacrées pendant l'été. 43% des valeurs européennes qui ont déçu en fait pendant la saison de résultats, une sous-performance forte. Et deux, il y a des secteurs autour des biens d'équipement qui devraient quand même remonter. Les mid-cap européennes peuvent en profiter, notamment allemandes, le MDAX. Quand on voit sa valorisation, on a un peu de 14,5. Ça reste. C'est le marché le moins cher d'Europe, on va dire, pour les mid-cap. Il n'y a pas de contagion à la France et pour nous, il y a des perspectives qui sont plutôt assez favorables. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Roger, BNP Paribas, CIB, Igor Demac, Vital Épargne et Nicolas Sopel, Quintet Banque Privée.